Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm 1900. Aujourd'hui, on est le 16 janvier 1997. Nous sommes à Monouveau, dans notre retraite d'hiver. On a appris et on sait que la pleine conscience est l'énergie d'attention de conscience, la vraie énergie de conscience pour nous d'être vraiment présents dans tous les jours de notre vie. Pour nous d'être vraiment présents dans notre vie quotidienne, nous devons pratiquer la pleine conscience. Et afin de nourrir la pleine conscience, la pratique de la respiration est très importante. On peut être conscient de nos pas lorsqu'on parle, lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on mange. Et lorsque nous sommes en contrôle, nous sommes conscients de notre respiration, alors la pleine conscience peut être maintenue pour un plus longtemps. Et là, notre pratique est vraiment de maintenir la pleine conscience aussi longtemps que nous pouvons. Donc, autant que nous sommes présents avec notre respiration, c'est pour ça que la pratique de cultiver la respiration consciente est tellement importante. C'est pour ça que dans la méditation, nous devons pratiquer le sutra Anapana. Inspire, expire. Anapana. Être conscient de la respiration. Le Bouddha nous a laissé un trésor qui est si important pour nous, qui sont les exercices et le sutra sur la respiration consciente, Anapanasati. Sati veut dire de tenir ou concentrer, donc de ne pas laisser notre esprit s'échapper. Et lorsque nous respirons en pleine conscience, on tient notre esprit, on utilise la respiration afin d'amener l'esprit pour le concentrer, pour le ramener. Donc c'est le titre du sutra et les 16 exercices sur la respiration consciente. Et nous sommes tellement chanceux qu'après 2600 ans, ils sont à la fois dans le canon pali et le canon chinois. Le sutra Anapanasati pali, sati, c'est ce qu'on appelle, ça contient toutes les méthodes sur la respiration consciente. Ce sutra, nous pouvons le trouver dans ces canons. Dans le canon chinois, il y a un sutra important sur la respiration consciente, mais ce n'est pas complètement complet parce que il y a certaines fausses informations, mais quand Tai a recherché plus, Tai a cherché que le sutra Anapanasati aussi dans le canon pali et qui est plus complet. Et Tai pouvait voir que l'enseignement du Bouddha dans le canon du pali, on peut se voir et on peut le trouver. Aussi dans l'école Savasti, et Tai a utilisé pour comparer et il pouvait voir que ça a été enregistré de nombreuses fois. Donc on peut voir que c'était un enseignement qui est vraiment du temps du Bouddha. Et Tai est vraiment, vraiment heureux de voir ça. Parce que cet enseignement a été enregistré à travers de nombreuses écoles. Il est pratiquement égal dans toutes ces écoles. Donc on peut voir que sa retransmission a été complète. Et même si les deux écoles que
détails à regarder, même si ça fait plus de 2000 ans, mais l'essence de ce sutra est toujours gardée et c'est ça qui est le plus important. Et lorsque nous pratiquons la respiration consciente, avec notre pleine conscience, on revient à nous-mêmes, on ne se laisse plus notre soi aller, s'échapper. Lorsqu'on laisse notre soi aller, on peut avoir des regrets. Par exemple, comme une maison ou un temple, si on n'en prend pas soin, on peut voir que le temple ou la maison peut tomber en ruine parce que nous ne sommes pas là et parce qu'on ne maintient pas et on ne prend pas soin. Mais on ne sait pas comment adresser ce qui a besoin d'être pris soin. C'est pourquoi qu'on peut avoir des regrets. C'est pour ça lorsque nous pratiquons la conscience, la respiration conscience, on est capable d'être à la maison, on est capable d'être conscient de ce qui se passe dans notre corps, de ce qui se passe dans notre esprit et ce qui se passe aussi en dehors de nous. La pratique de la respiration consciente, c'est comme être le roi d'un pays qui sait comment régner, qui connaît son territoire, qui sait s'il y a la sécurité, s'il y a la paix, et le roi est responsable. Mais s'il ne sait pas ce qui se passe, s'il ne sait pas comment prendre soin de ces gens, s'il ne sait pas s'il y a la guerre ou s'il y a pas l'harmonie sur son territoire, ce n'est pas un roi réel, ce n'est pas un roi vertueux. Et nous-mêmes, nous sommes des empereurs, les empereurs de notre propre empire, de nos 5 skandhas, nos perceptions, sensations, formation mentale et corps. Et notre champ est très large, très grand, et nous devons être conscients et attentifs à ce qui se manifeste. Et quand il n'y a plus l'harmonie ou lorsqu'il y a de la souffrance ou de la lourdeur, lorsqu'il y a des volcans qui sont en éruption, nous devons en être conscients. C'est peut-être pas qu'il y a des volcans en éruption à l'intérieur de nous et qui détruit notre pays, notre paix, qui prend le pouvoir sur notre bonheur. Et c'est pour ça que nous devons pratiquer le fait de revenir pour être présent pour nous-mêmes, pour notre bonheur, pour notre souffrance, pour nos difficultés. Et lorsque nous pratiquons véritablement pour 5 minutes, alors on peut pratiquer pour 15 minutes, alors nous sommes à la maison pour 15 minutes et c'est pourquoi nous savons combien de temps nous voulons rester à la maison. Et nous ne fuyons pas de la maison. Et ça, c'est la pratique de revenir à la respiration consciente. C'est pour ça, lorsque nous pratiquons, nous revenons à notre 5 skandhas, nous disons « Chérie, je suis là pour toi. Ma maison, je suis là pour toi. » Et c'est pour ça que, soudainement, dans nos 5 skandhas, il y a la paix, il y a l'harmonie, parce qu'on en prend soin. Et qu'est-ce qu'est la fondation de prendre soin? C'est la pleine conscience. Et la pleine conscience s'exprime à travers la respiration consciente, à travers notre attention, nos soucis, nos souffrances. Lorsqu'il y a de la présence, lorsque nous ne sommes pas en pleine conscience, c'est là lorsque l'orage et la tempête continuent de grandir et lorsque nous ne sommes pas, lorsque nous utilisons la pleine conscience pour être présent, alors on peut être véritablement présent et peu importe si grand la tempête qu'elle soit, nous sommes capables d'être là.
une fois qu'on est en pleine conscience, on peut inviter le Bouddha à la maison. Et lorsque le Bouddha est là, notre souffrance, notre désespoir peut toujours être là, mais il sera moins, et notre capacité à faire face, et on est vraiment plus capable. Lorsqu'un enfant a de la fièvre, lorsqu'un enfant a des douleurs, a une migraine ou alors des douleurs d'estomac, ou lorsqu'un enfant est en douleur. Mais si l'enfant n'a pas la mère qui est à côté de lui, alors l'enfant souffre 10 fois plus. Mais si la mère est là et prend soin, même si la douleur est toujours là, mais la mère est en paix, alors l'enfant peut être en paix parce qu'il sait que l'amour est présent, il sait qu'on va prendre soin de lui. Donc lorsque nous pratiquons la respiration consciente, c'est comme si on invite la mère à prendre soin de notre enfant intérieur. Donc nous sommes présents avec notre souffrance, donc il y aura moins de peur. Et cette souffrance pourra se détendre. Et notre pratique rentrera en jeu pour embrasser et pour prendre soin. Lorsque notre corps est en douleur, lorsque notre corps, il y a un disconfort, un inconfort. Alors la pratique de la pleine conscience nous autorise à identifier véritablement où est la douleur dans le corps. La pleine conscience peut reconnaître ce qui se passe dans nos corps, où sont mes douleurs, où est-ce que ma douleur se manifeste. Et cette pleine conscience est présente sous la couche de la respiration. Donc la respiration qui peut apporter la pleine conscience peut maintenant embrasser tout le corps. Par exemple, si j'ai une douleur dans mon foie ou dans ma vessie, le fait de pratiquer la pleine conscience, c'est comme tu contiens cette douleur et tu dis « ma chère douleur, je suis là ». Et quand tu pratiques ainsi, l'énergie de la pleine conscience est en contact avec la douleur. Et lorsqu'il y a une connexion, alors on peut voir qu'est-ce que je peux faire pour ne pas augmenter la douleur. Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer la douleur. Ça, c'est le but de la pleine conscience. Mais si nous ignorons, par exemple, si nous savons que nous avons de la douleur et un ami nous donne du chocolat, si on sait que alors nous ne le mangeons pas parce que on peut savoir que même si ça a un bon goût, on sait que notre foie va encore plus souffrir à cause de notre désir. Et parce que nous sommes capables de résister, c'est parce que nous avons la vision profonde. Et quelle est la vision profonde? D'où vient cet insight? C'est une vision profonde qui vient du corps. Si je sais que si je mange ce chocolat ou cette nourriture, ça peut me donner du plaisir par le goût, mais ça créera de la souffrance à l'intérieur. Et qui apportera de la douleur à mon foie, à mon corps. Donc je peux dire non merci. Et ça, c'est la vision profonde, ça, c'est la pleine conscience. Et cette pleine conscience, ce n'est pas juste qu'elle peut se manifester, c'est parce que nous l'avons expérimenté dans le passé.
Si dans d'autres situations que nous avons la pleine conscience ainsi, alors nous aurons beaucoup de sécurité. On aura la sécurité envers notre corps, envers notre santé, et aussi de la sécurité envers notre énergie spirituelle. On a 51 formations mentales. Et ces 51 formations mentales peuvent être pratiquées pour être reconnues avec la pleine conscience. Chaque fois qu'une formation se manifeste, grâce à la respiration consciente, je peux être en contact avec moi-même afin d'être conscient de quelle formation est ici. Par exemple, s'il y a l'amour, je peux reconnaître qu'il y a de l'amour. S'il y a de la colère, je peux reconnaître qu'il y a de la colère. Donc on l'appelle par son vrai nom. Donc, appelle-moi par mon vrai nom, ça c'est un des buts de la pleine conscience. Si dans les 51 formations mentales qui se manifestent et vous pouvez reconnaître chacune d'entre elles, ça c'est déjà quelque chose que vous pourrez être content. Parfois, nous avons plus d'une formation mentale qui se manifeste et ça peut être vraiment chaotique dans notre salon interne. Parce qu'il n'y a pas de garde, il n'y a pas de sécurité, alors la formation veut se manifester parce que vous n'êtes pas là. Vous ne reconnaissez pas, vous ne prenez pas soin. Et du coup, votre salon devient vraiment un champ de bataille. Si vous avez la pleine conscience dans votre salon et vous pratiquez la respiration consciente, alors peu importe ce qui se manifeste, peu importe quelle formation mentale se manifeste, vous pouvez l'appeler par son vrai nom et vous pouvez reconnaître directement et vous n'avez pas besoin de le chasser. Vous dites « Oh, tu es là, assis-toi avec moi, je vais être avec toi » et vous jouez, vous êtes présent avec cette formation mentale. Vous ne la jugez pas, vous l'invitez à boire le thé avec vous, vous l'autorisez, la pleine conscience de l'embrasser. Ça, c'est le but de notre pratique. Mais nous devons vraiment nous asseoir avec elle. On ne peut pas juste dire « Oh, assis-toi et je reviendrai plus tard ». Si vous continuez de dire « Ah, je reviendrai » mais vous ne revenez jamais, alors ce n'est pas la vraie pleine conscience. Vous reconnaissez que cette formation mentale est là et vous vous asseyez avec et vous prenez soin d'elle. Notre formation pourrait être vraiment une formation très, très douce, très positive, très agréable. Et si aussi, savons aussi comment nous asseoir avec cette formation et l'embrasser, l'accueillir, cette formation pourra devenir votre force, pourra devenir une source de nourriture. Par exemple, lorsque vous pratiquez la méditation marché, vous reconnaissez une fleur, vous pouvez voir aussi le soleil et le ciel en elle. Et soudainement, vous vous sentez très heureux. Vous voyez la beauté, vous laissez cette beauté vous nourrir intérieurement. Et donc cette formation est une formation très positive, la formation de la paix véritable, bonheur véritable. Et si vous avez la pleine conscience ainsi dans ce moment, alors vous maintenez cette paix pour un temps long. Continuez à revenir à votre respiration, vous continuez à pratiquer la méditation marché avec stabilité et liberté. Vous pouvez peut-être la maintenir pour 3 minutes ou 5 minutes. Alors vous appréciez pour 3 ou 5 minutes. Et le plus longtemps vous pouvez pratiquer ainsi, le plus longtemps votre concentration pourra s'établir et vous pourrez être en paix. Et vous pouvez reconnaître que c'est quelque chose qui est bien pour vous.
Trong khi chúng ta ngồi ăn một trái cam, lorsque nous asseyons et que nous mangeons une orange avec un ami dans la pratique, thì chúng ta có thể ngồi và ăn trái cam đó, on peut nous asseoir et manger cette orange hay là với sans pleine conscience ou avec pleine conscience. Manger và une ngồi chung orange, với một người anh hay là một người chị s'asseoir avec un frère ou une sœur, trong đạo. un ami Đó dans là le những Dharma. cái nó thường nó xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình. Ça, c'est ce qui se passe dans Cái notre hạnh vie phúc của mình nó quotidienne. tùy thuộc Et notre ở cái chỗ bonheur mình có dépend trách nhiệm hay không. de si nous avons la pleine conscience ou non. Có thể có 3 trường hợp, On pourrait avoir 3 situations. nhiều trường hợp, nhưng mà mình thử nói 3 trường Il y a hợp thôi. beaucoup de situations, mais Taï veut juste Mình đang tiếp xúc với en représenter hai 3. cái. Một á, Et en ce moment, nous pourrions être en contact avec hay là một ly 2, un, ou alors un. Par exemple, c'est l'orange. Un verre de jus d'orange. hai Le là premier, ăn c'est chỉ cam, người ça veut dire em. orange. Le deuxième, c'est la personne qui est à côté Ví de dụ nous, sư chị. devant nous, ou à gauche ou à droite, par exemple une sœur. Có thể là có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là tuy tiếp xúc với trái cam và với sư chị Et của en mình, premier, si nous sommes en contact avec notre orange et la sœur, et une sœur qui peut être là tại vì cái tâm mình très đang douce, bị xâm mais nous chiếm ne sommes pas heureux. một cái nỗi buồn nào đó, C'est parce que notre esprit, et nous ne sommes pas heureux, c'est parce que notre bởi một sự lo lắng nào đó. esprit est occupé par un souci, par qui vient du futur, du présent, du passé, ou alors par une histoire. Cũng không có giá Donc trị. peut-être que cette orange peut Tuy nhiên, être, cái ngọt của trái cam peut être không có si thể không chấp douce, nhận rằng nó si, không có mặt. si sucrée, mais il n'y aura pas de bénéfice Trái parce que, cam dầu mình giận thì trái cam nó vẫn ngọt. parce que même, Sư chị dễ thương. Nhưng mà mais même si nous sommes en đang colère, chìm đắm trong sự giận hờn. l'orange et la sœur seront toujours doux et gentils, mais nous sommes complètement plongés dans nos histoires mentales. Nhưng mà mình không có thừa hưởng được gì cả. Tại vì đó là trường hợp mà mình bị Donc nous ne bénéficions pas de rien du tout dans ce moment, parce que nous sommes tâm occupés hành tiêu cực, par une formation mentale qui est négative. chiếm hữu. Bởi tâm hành tiêu cực. Thì trong cái giây phút đó, Donc ce qu'il a écrit, c'est que l'esprit est occupé par une formation négative. Donc nous souffrons, nous continuons à souffrir dans cette situation. không có nghĩa lý gì nhiều. Donc la situation, c'est que nous avons un orange, nous avons une belle personne à côté de nous, mais ça ne nous bénéficie pas du tout. Et donc nous perdons une opportunité pour nous-mêmes. Trường hợp thứ hai là trường hợp mình La seconde situation, chiếm hữu bởi c'est một même tâm si hành tiêu cực. nous ne sommes Nhưng mà pas mình occupés par une formation mentale négative ou une émotion, mais nous ne pratiquons pas le fait tuy d'être là présent. trong trường hợp thứ nhất ấy, Et même si dans la première mình chiếm situation, hữu bởi một tâm hành tiêu cực, où nous sommes occupés par une formation négative, thất niệm tức là không có mặt rồi. Nhưng mà trường hợp thứ hai, ici nous cũng là pouvons trường hợp appelons thất ça niệm. l'oubli. Le second, c'est aussi être dans l'oubli. Tuy là mình không bị chiếm hữu bởi một tâm hành tiêu cực, nhưng mà mình không Même có si thực nous ne sự sommes có mặt pas rồi. occupés par Mình une đang suy formation nghĩ mentale négative, vẩn vơ về chuyện mais nous ne khác, sommes rồi pas mọi thứ vraiment bình comment thường. être présents. Nous, Mình không có đau khổ, nous, nhưng nous, mà mình nous sommes không dans có les mặt. nuages, nous pensons Thành du trường hợp thứ futur, hai du là passé. một Nous ne trường souffrons pas, mais nous ne sommes pas présents. nhưng mà nó nhẹ Donc hơn la cái trường hợp thứ seconde nhất. situation est toujours une situation d'oubli, mais c'est un peu plus léger que la première situation. Et donc, Nhưng mà même si l'orange et la sœur sont doux et agréables, nous ne bénéficions pas non plus trường hợp thứ de ba leur là présence. trường hợp La troisième situation, mình có mặt là nhờ et c'est que nous sommes présents. nhờ nhiều cái điều kiện. Nous sommes présents grâce à de nombreuses conditions et de nourrissement. Ça pourrait être un rappel Hay là nhờ d'une personne, ou un rappel d'une son de cloche, ou un rappel grâce à notre là trường hợp expérience de la respiration consciente.
Et donc la troisième situation, c'est le fait d'être véritablement présent. Niệm. Thất niệm. Khi mà mình có mặt đích thực rồi á, lorsque nous sommes véritablement présents, nous ne sommes pas occupés par une formation et nous ne sommes pas emportés par le passé ou le futur. Véritablement, ici, donc nous sommes en contact avec l'orange et avec la sœur ou la personne qui sont des miracles de la vie. Même si nous sommes dans l'oubli, nous pouvons peut-être manger une orange et dire « Oh, c'est bon, c'est sucré ». Nous pouvons voir le visage d'un ami et nous pouvons dire « Oh, ils sont si gentils et agréables ». Bien sûr que vous pouvez bénéficier un tout petit peu de... Mais cette douceur et c'est vraiment étouffé parce que vous n'êtes pas complètement présent. Mais là, avec la pratique, vous pouvez être véritablement complètement présent et vous pouvez être plus en contact avec l'orange ou avec la personne. Et lorsque nous mangeons cette orange, dans ces 15 minutes où nous sommes assis avec notre ami et cette orange, avec toute notre pleine conscience, ça, ces 15 minutes nous nourrissent les graines de notre bonheur. Et ça, ce n'est pas la méditation assise ou le chant, ce n'est pas la récitation des préceptes ou le partage du dharma, mais c'est aussi une pratique véritable. Ça, c'est notre pratique. Dans une situation, lorsque nous avons la pleine conscience, et nous pouvons aussi la diviser en deux couches. Une, c'est que nous avons vraiment une pleine conscience un peu étouffée, que nous oublions un peu tout. Et la seconde, nous avons la pleine conscience durant ces 15 minutes où nous la maintenons. Et dans ces 15 minutes, il peut y avoir d'autres situations qui se manifestent. Mais Thay veut juste se concentrer sur ces deux situations afin que nous pouvons pratiquer et être attentifs. Nous pouvons gagner en solidité. Et ça, c'est un investissement que nous pouvons nous reposer plus tard dans le futur. Ce moment présent, ce bonheur, ce que nous reconnaissons, c'est aussi la pleine conscience de demain. C'est pour ça que les enseignements du Bouddha, c'est que lorsque vous pratiquez les enseignements du Bouddha, ça dépasse le temps. Ce que vous gagnez aujourd'hui pour le futur. Donc ce que vous investissez aujourd'hui, plus tard, ce sera un bénéfice pour vous. Rien n'est perdu. Lorsque vous coupez du bois, parce que vous avez été heureux, parce que vous avez du bois. Si vous n'avez pas du bois, comment pouvez-vous le couper? Et si vous coupez le bois, vous savez que quand il y aura les jours où il fera froid, vous n'aurez pas besoin d'avoir peur parce que vous pourrez allumer le feu pour vous maintenir au chaud. Donc c'est comme prendre soin et nourrir notre bonheur. Lorsque vous pratiquez la méditation marché et lorsque vous êtes en contact avec le soleil ou la brume du petit matin ou avec un chien ou avec les feuilles d'automne, avec les feuilles d'automne qui tombent, si vous êtes véritablement présent, alors tout ce bonheur que vous gagnez dans ce moment présent, alors ça devient votre investissement pour demain. Ce que nous devons nous souvenir, c'est parce que nous avons un petit peu la pleine conscience, nous pouvons
reconnaissons l'orange ou la personne, mais nous pouvons tomber très rapidement dans l'oubli parce que notre pleine conscience n'est pas solide, elle n'est pas profonde. Mais si nous connaissons la pratique de la respiration consciente, nous pouvons établir notre pleine conscience pour devenir stable. Nous pratiquons tous le fait de manger en pleine conscience. Nous mangeons 30 minutes ou 40 minutes. Chaque jour, nous avons une opportunité pour ça, pour pratiquer la manger. Et lorsque nous mangeons, nous devons méditer. Le Bouddha nous a enseigné comment manger en pleine conscience. Ça veut dire que vous devez maintenir la pleine conscience. Conscient de la nourriture et la sangha qui est autour de nous. La nourriture peut être l'orange et la sangha autour de vous peut être votre ami. Et donc ne vous autorisez pas d'être emporté par le futur, par le passé. Lorsque nous écoutons la récitation, ou lorsque nous pratiquons ce que Taya a juste enseigné, ou lorsque vous entendez le son de la cloche, s'il vous plaît, veuillez considérer les 5 contemplations. Donc un frère qui mange avec vous, un ami qui mange avec vous, nous pratiquons ensemble. Nous mangeons l'orange. Nous avons la sœur en face de nous. Nous avons tous les mêmes conditions. La personne à l'extérieur de nous a aussi à manger, a aussi la sangha. Ce jeune frère a aussi la nourriture et la sangha. On a tous les mêmes conditions. Et nous devons pratiquer si dans ces 30 ou 40 minutes en mangeant avec le bonheur, c'est parce qu'il est capable de maintenir sa pleine conscience. Il ne fait pas des allers-retours. Mais si vous avez la pleine conscience pour 2 ou 3 minutes, après elle disparaît, c'est parce que vous ne savez pas maintenir votre pleine conscience à travers tout le temps. Donc vous mangez. Donc manger ici, ce n'est pas une action mécanique, ce n'est pas une activité régulière. Manger, c'est le dharma. Lorsque vous êtes ici au village des Pruniers, vous avez une opportunité de pratiquer le fait de manger en pleine conscience. Et le plus profond que votre pleine conscience est, et votre bonheur sera aussi plus profond. Alors, vous êtes conscient de la nourriture et de la sangha qui vous entoure. Juste ces 2 éléments. Le plus vous êtes en contact avec la nourriture et la sangha, la gratitude et le bonheur pourront grandir également. Si vous êtes en contact profondément avec la nourriture et vous dites « Ah, je suis assez profond », mais Thay dira « Non, non ». Vous pourrez continuer à être en contact plus profondément ou à maintenir la pleine conscience plus longtemps. Lorsque vous regardez votre orange et que vous voyez les conditions du travail, de tout le cosmos, du soleil, de la terre, que c'est un ambassadeur, ça représente tout le cosmos pour vous donner la vie. Et lorsque vous regardez à cette carotte, vous voyez le soleil, vous voyez les nuages, vous voyez la neige, le fermier. Lorsque vous êtes en contact avec cette carotte, si c'est flou ou très profond, ça dépend de la qualité de votre pleine conscience. Et si vous mangez cette orange, vous pouvez être véritablement heureux. Et si vous êtes en contact avec cette carotte ainsi, il porte en lui le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Ça a une signification plus profonde. Lorsque nous regardons un film à propos des animaux et que nous voyons un serpent
il doit ouvrir sa bouche et avaler toute une grenouille. Nous pouvons avoir beaucoup de compassion. On peut voir un oiseau qui attrape un poisson. Il vole en descendant vers la rivière et avec ses deux griffes, il peut attraper un poisson. Ou alors un tigre qui chasse une gazelle, ou alors un renard qui chasse un lapin. On peut voir que ça, c'est le cycle de la vie et il peut y avoir la souffrance. Parce que lorsque vous voyez la biche en douleur qui souffre, une biche peut être très douce et très magnifique, mais elle a à être à manger afin que le lion puisse survivre. Le lion ne peut pas éviter le fait de manger cette biche parce que lui, il doit aussi vivre. Si nous avons la compréhension, on n'aime pas simplement la biche magnifique, mais on peut aussi aimer le tigre. On sait que le tigre doit chasser afin de pouvoir survivre. Ces animaux, ils doivent chasser afin de pouvoir survivre et de manger. C'est une différence avec les êtres humains. Parce que ces animaux ne chassent seulement lorsqu'ils sont affamés. Parce que c'est différent avec les humains. Parce que les humains peuvent aussi chasser lorsqu'ils n'ont pas faim, juste pour le plaisir. Parfois, on a assez d'argent, on a assez pour nourrir pour nourrir notre famille, mais on continue à chasser, à gagner de l'argent, à amasser, à vider la terre de ses ressources, toujours pour faire plus de profit, et nous créons de la souffrance pour les autres êtres, parce que l'humain ne sait pas comment être satisfait. L'humain ne sait pas qu'est-ce qui est assez, là, comme le tigre, ou comme le lion. Parce qu'un lion ou un tigre, lorsqu'il mange et qu'il a assez mangé, il laisse la proie pour d'autres animaux pour manger. Mais nous ne savons pas comment lâcher. Nous voulons tenir. Et même si vous êtes complètement plein, on continue de chasser. Qui sommes-nous? Nous sommes les vendeurs, les consommateurs. Nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous avons. Du coup, c'est pour ça que la méchanceté, le démon dans l'humain ou dans le tigre, il y a une grande différence parce que nous sommes 100 fois ou 1000 fois plus méchants que le tigre. Nous ne savons jamais comment, nous ne savons pas nos limites. Et parce que de cet état d'esprit, nous continuons à exploiter notre planète avec la corruption et nous vidons les ressources de notre planète. Nous ne connaissons pas notre limite. Mais ce tigre ou ce lion, il chasse seulement lorsqu'il en a besoin, juste pour cette journée ou cette semaine. Lorsque nous contemplons ainsi, que nous regardons ça, nous pouvons avoir de la compassion envers le poisson, le poisson, le serpent, mais la grenouille, mais nous pouvons aussi avoir de la compassion avec le lion, l'oiseau ou le serpent, parce que nous savons que ces animaux doivent tuer pour survivre. Mais ici, nous nous asseyons et nous mangeons un morceau de carotte, de tomate ou un morceau de tofu. Et nous pouvons être heureux parce que nous savons que nous n'avons pas besoin de nous comporter comme un tigre. Nous n'avons pas besoin de mordre dans le cou d'une antilope pour survivre. Nous n'avons pas besoin d'avaler une grenouille dans nos intestins pour survivre. Nous n'avons pas besoin d'être ce chasseur. L'avidité d'un homme d'affaires. Il chasse tous les jours. Il ne chasse pas des animaux, mais il chasse quelque chose d'autre. Il chasse afin de devenir riche
Et il crée de l'injustice sociale, et il corrompt notre planète. Et nous sommes heureux que nous sommes végétariens. Et nous connaissons la modération. Si nous mangeons de telle manière que nous pouvons toujours protéger notre cœur compassionné, donc lorsque vous mangez, c'est une méditation, vous nourrissez votre compassion. Il y a ceux qui ils doivent couper le cou d'un poulet afin de pouvoir survivre. Et lorsque nous asseyons ici, il y a des centaines de personnes qui tiennent le cou d'un poulet et qui coupent ce poulet. Donc nous avons vu les usines, les abattoirs, les usines de viande. Ils tuent des vaches, et des cochons et des poulets. Si vous avez été dans ces endroits et comment ils tuent ces animaux, ces poulets, ces vaches, si vous voyez ça, je peux vous garantir que vous ne mangerez plus de viande. Ils sont des vaches qui sont été mises dans la machine et cette vache est très consciente qu'elle va mourir. Donc elle ne veut pas y aller, mais la vache qui pousse et donc on peut voir des vaches qui pleurent parce que elle sait qu'elle va mourir. Et lorsque vous voyez les larmes d'une vache, comment vous pouvez manger ce bœuf? Quand vous mangez avec ce sangha et que vous pouvez méditer ainsi, vous pouvez être en contact avec l'image du serpent qui avale une grenouille, voir l'image un tigre et on peut se ressentir comme je suis heureux, je peux manger simplement ainsi et toujours survivre. Et quelle sorte de bonheur est-ce? Est-ce que c'est votre bonheur individuel? Si vous n'êtes pas nourri par ce bonheur, qu'est-ce que vous pouvez offrir comme bonheur aux personnes autour de vous? Si vous ne pouvez pas être heureux comme ça, qu'est-ce que vous pouvez offrir comme bonheur aux autres? Donc ce bonheur simple avec lequel vous pouvez être en contact, ainsi vous développez une fondation de savoir comment ne pas continuer le cycle de souffrance dans la société. Vous pouvez savoir que le bonheur d'aujourd'hui sera aussi le bonheur de demain. Et la Sangha, qui est autour de nous, et la Sangha, ce n'est pas facile de voir une Sangha qui a des sourires, qui a de la compassion et de l'amour. Dans les jours du Bouddha, lorsque le Bouddha était au pic de la vertu, au monastère des bambous, pendant le temps de la carrière du Bouddha, il avait 45 ans. Ce n'est pas beaucoup. Elle a duré 45 ans. À partir du jour où Thai est devenu un moine, donc 45... le monastère Anapandika était un temple qui était très complet. Le Bouddha vivait là-bas pour quelque chose comme une vingtaine de retraites des pluies. Et certains de ces étudiants, cet étudiant reviendra toujours le Bouddha revenait toujours à ce monastère pendant la retraite des pluies. Et après la retraite des pluies, le Bouddha restait quelques mois de plus et pour les autres temples qui étaient autour, donc parfois
le Bouddha restait dans ce monastère au lieu de rester 3 mois, il restait 4 mois, afin que les autres temples, afin qu'ils pouvaient venir aussi à Savasti, à la ville, pour visiter le Bouddha. Il n'y avait pas de téléphone et de fax à ce moment, donc le Bouddha envoyait des messages pour dire, après votre retraite des pluies, s'il vous plaît, venez en voyage et venez ici. C'est ainsi que le Bouddha donnait rendez-vous aux étudiants qui ne vivaient pas dans son monastère. Et si vous allez au monastère en Inde, il n'y a aucun moine. Maintenant, c'est un site historique et c'est très déserté. Il y avait une délégation japonaise qui est allée afin de trouver l'endroit historique et les fondations. Vous pouvez voir les endroits où les bâtiments étaient. On pouvait savoir, c'était la salle du Bouddha. Là, on savait où était l'abbé vivait, là où les moines vivaient. Et même si ces temples ne sont pas détruits, mais grâce aux historiens, même si ces temples sont détruits, ils ont trouvé les marques archéologiques. Et on savait, c'est là où le Bouddha enseignait, c'est là où la Sangha originelle s'asseyait. Et la Sangha du Bouddha, à ce moment, c'était une Sangha qui possédait le vrai bonheur, parce que le Bouddha était présent. Et donc la pratique avec le soutien du roi, ils avaient aussi le soutien d'amis laïcs comme Anapadika. Donc la Sangha était très complète, mais c'était juste pendant 20 ou 30 ans. Et au Vietnam, il y avait 3 présidents de l'école. Il y avait des moines, des nonnes et des amis laïcs. Et il y avait beaucoup de bonheur. Nous chantions pendant que nous travaillions. Mais ce mouvement n'a que survécu pendant 11 ans au Vietnam. Et les régimes politiques, donc le village des Pruniers lui-même arrive dans sa 15e année. Et si vous avez la pleine conscience, vous vivez dans le moment présent en tant que Sangha des Pruniers. Maintenant, c'est une Sangha où le bonheur est présent. Nous vivons dans une Sangha où il y a l'amour, où il y a les yeux de l'amour, les yeux de l'ouverture, et où il y a les sourires, il y a la compréhension, il y a la pratique. Nous sommes un refuge pour des milliers de personnes, des centaines de millions de personnes à l'extérieur de nous et autour de nous. Nous asseyons, nous mangeons. Et à côté de vous est votre frère, derrière vous est votre sœur. De l'autre côté, il y a un ami aussi. Vous devez savoir que c'est une opportunité précieuse d'être dans la présence de la Sangha. Ça, c'est le bonheur. Et ça dépend juste de votre pleine conscience, si vous êtes avec ce bonheur ou non. Mais si vous mangez, vous êtes occupé avec cette histoire, cette souffrance, cette idée, alors vous perdez cette opportunité. Pourquoi certains de mes frères sont heureux, mais pourquoi je souffre?
parce que je ne peux pas être en contact avec la nourriture. Je ne veux pas être en contact avec la sangha. Quand allez-vous être en contact avec cette sangha? Pourquoi vous attendez? Parce que ça pourrait être le moment le plus heureux du village des pruniers. Mais si vous ne pouvez pas être en contact avec ce bonheur, quand est-ce que ce bonheur sera présent? Parce que le village des pruniers, comme chaque école, fondation, il y a la naissance, il y a la mort. C'est aussi une des visions de l'impermanence. Comme la sangha du Bouddha, à son temps, elle n'a pas survécu. Donc aussi, le village des pruniers pourra peut-être ne pas survivre. Donc quand vous êtes assis dans le moment présent, dans cette sangha, et vous mangez un bol de nourriture simplement, qui est végétarien, qui a été cuisiné par vos jeunes et frères plus âgés. Si vous n'êtes pas heureux, je voulais vous demander, quand est-ce que vous serez quand et où serez-vous heureux? Donc, ce n'est pas un message d'encouragement, c'est un message, c'est une cloche de rappel de pleine conscience. Si vous réveillez et que vous avez la vision et que vous pouvez être présent et vous avez le bonheur, si vous ne voulez pas regarder profondément, est-ce que c'est simplement une affaire de si vous pouvez être en pleine conscience, si vous pouvez pratiquer, ce sont les seules conditions. Parce que nous savons en théorie que la respiration consciente est très puissante et que ça marche. On écoute un son de cloche et on s'est tous arrêtés pour respirer. Pourquoi nous devons respirer lorsqu'on écoutant un son de cloche? Lorsqu'on écoutons un son de cloche, nous arrêtons tout, nous arrêtons de penser, nous inspirons solidement, nous expirons avec liberté. Parce que la sangha comprend et reçoit la cloche comme un son, comme la voix du Bouddha. Le Bouddha à l'intérieur de nous qui nous appelle. Le Bouddha qui réveille. Please, s'il te plaît, reviens mon enfant, reviens ici. Viens prendre soin de ton île intérieure. Lorsqu'on écoute la cloche du début jusqu'à la fin, dans cette période, dans ce moment, nous respirons ainsi avec et ce que la voix du Bouddha peut venir dans votre cœur. Et le son de cloche vous aide à maintenir la concentration. Et nous savons, lorsque nous écoutons un son de cloche, il y a la paix, les éléments de la paix, de la présence. Vous pouvez être en contact avec le Dharma, avec la joie. Donc lorsque vous écoutez les 3 sons de la cloche, et si vous pratiquez seulement 9 respirations, c'est déjà un nourrissement. Pour vous, ça vous aide à être présent pour vos formations mentales. Ça vous aide à être conscient de ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Donc, en pratiquant la méditation, donc quel est le sujet de votre contemplation? Qu'est-ce que vous êtes en train de revoir? Ce qui est aussi important, c'est d'être silencieux, de respirer, d'être présent. Parce que d'être vivant, c'est important de s'asseoir, de se réveiller. Et le fait de s'asseoir, c'est aussi le fait d'être vivant. Lorsque vous êtes vivant, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez être présent pour chanter une chanson, pour chanter des mots du Bouddha, pour revoir les enseignements du Bouddha, pour voir l'héritage de vos ancêtres. Ça, c'est lorsque vous êtes présent, lorsque vous
présent, ainsi il y a la sécurité. Pleine conscience, ça veut dire reconnaître. Reconnaître ce qui se passe. Ce qui se manifeste. Vous n'avez pas besoin de reconnaître tout. Vous pouvez déjà reconnaître une chose. Parce que cette une chose, si vous la reconnaissez profondément, elle est interconnectée avec toutes les autres choses qui se manifestent. Lorsque nous tenons notre bol, et que nous tenons en ligne avec la Sangha avant de prendre notre nourriture, ce moment de tenir notre bol, ce bol vide, avec vos frères et vos sœurs et vos amis, ça devrait être un bonheur de vrai bonheur. Donc lorsque vous tenez là, présent, c'est le bonheur. C'est pourquoi on est encouragé, lorsque nous écoutons un son de cloche, de la cloche d'activité, allez-y directement et tenez-vous en ligne. Donc n'attendez pas, la Sangha veut que vous... La Sangha, même si la queue est très très longue, votre présence tenant le bol, c'est aussi une pratique. La Sangha qui se voit ensemble. Et même si vous tenez votre bol et que vous savez, je sais que j'ai encore beaucoup de minutes avant que ce sera mon tour d'avoir la nourriture, à ce temps, vous offrez votre présence. Et vous prenez compte de la présence des personnes autour de vous. Donc quand vous écoutez la cloche, nous arrivons, nourrissons la Sangha. La Sangha est faite que ce soit des membres de la Sangha. Et lorsque la Sangha se tient debout ainsi, alors nous bénéficions déjà. Tout le monde en bénéficie. Tout le monde pratique la respiration. Et si nous regardons avec compassion, nous savons comment sourire et ça nous bénéficie à chacun d'entre nous. Des amis qui viennent de tous les coins du monde et lorsqu'ils se tiennent avec nous dans la ligne, ils peuvent voir l'énergie. Même s'ils attendent pour leur nourriture, ils peuvent voir qu'ils ne doivent pas attendre pour le bonheur. Ils peuvent déjà être en contact avec cette énergie, cette présence. Et même s'ils sont nouveaux dans la pratique, ils savent qu'ils bénéficient aussi, ils ne donnent pas un enseignement du Dharma, mais grâce à la respiration consciente, ils contribuent à l'énergie de la pleine conscience et génèrent de la pleine conscience collective. Lorsqu'on écoutons les 3 sons de cloche, ces 3 sons de cloche ne vous font pas perdre de temps. Ils vous aident à être présent. Ils vous aident à manger. On mange le silence, la paix. Vous mangez le présent. Vous mangez le calme qui est présent. Et lorsque vous marchez en silence, ainsi, les personnes peuvent dire « Oh !» Ils disent « Oh, il y a des gens qui voyagent avec les TGV, avec les avions, et disent ici, pourquoi on marche si lentement ?» Et on peut croire que c'est pas qu'on réagit par rapport à la société extérieure. Si on pratique pour être le contraire du monde extérieur, ça ne bénéficiera à personne.
On pratique, marcher plus doucement, parce qu'avec ces pas, ils portent en eux la paix, portent en eux le nourrissement, la nourriture. Et on ne... Et donc, si la première personne en ligne marche, si on est à la seconde ligne, on doit attendre un peu. Et on se dit, pourquoi je ne tiens pas devant pour marcher en premier? Peut-être que si la seconde ligne, vous n'avez pas commencé à marcher, vous pouvez regarder la première ligne qui marche et vous pouvez marcher avec eux. C'est comme dans la cérémonie du thé. Si on marche en pleine conscience, pour emmener la première tasse au Bouddha, s'il y a juste une personne qui le fait, toutes les autres peuvent suivre cette personne et le faire avec elle. Donc ça, c'est un moment de la Sangha. Lorsque la personne qui marche de manière stable, ainsi qui donne la tasse de thé à l'autel, alors nous pouvons la suivre dans ses pas et dans nos cœurs. Et ces pas deviennent nos pas. Donc ne soyez pas effrayés et timides de dire que je perds le temps de la Sangha. Quand vous marchez trop rapidement et que vous vous dépêchez, c'est là où vous prenez le temps de la Sangha parce que vous perdez cette énergie de présence. Votre solidité, votre liberté, votre pleine conscience, c'est ce que la Sangha a besoin. On n'a pas besoin que vous soyez rapide. On n'a pas besoin que vous vous dépêchiez. Lorsque nous travaillons et lorsque nous servons la Sangha, ce que nous avons besoin de servir, la première chose, c'est notre bonheur, notre liberté. Et le travail lui-même, même s'il y a besoin de 2 ou 3 personnes pour le faire, alors nous donnerons 2 ou 3 personnes et nous travaillons d'une manière où il y a le bonheur, il y a l'ouverture, il y a la liberté. Et c'est pourquoi, lorsque nous pratiquons la méditation marché, ou après l'enseignement du Dharma, vous quittez cette méditation, Thai marche toujours calme, et même si la Sangha doit attendre, même si la Sangha attend que Thai sorte pour sortir, Thai marche toujours lentement parce qu'il veut faire chaque pas avec solidité. Même si Thai marche tout seul ou dans une foule, Thai fait l'engagement de marcher ainsi parce que Thai sait que la Sangha attend la qualité de ses pas. Donc même si vous marchez tout seul ou dans un groupe de 5 ou de 10 personnes ou même 100 personnes, vous êtes encouragé de marcher ainsi parce que la Sangha vous attend de vous de marcher comme ça. Ce qui n'est pas important, ce qui est important, ce n'est pas le fait d'avoir l'air, d'avoir des bonnes manières de l'extérieur, mais ce qui est important, c'est de savoir comment demeurer dans la pleine conscience. Si on ne sait pas comment demeurer dans la pleine conscience, même si vos manières et que vous avez l'air compétent, vous ne savez pas comment prendre soin de nous-mêmes, et vous pourriez être comme une coquille vide. Et donc la pleine conscience nous aide à remplir cette coquille. Lorsque vous servez la nourriture, ça c'est un moment de cause. Qu'est-ce que vous pensez? Ce n'est pas un moment où vous dites maintenant j'ai la nourriture. C'est quelque chose qui est très naturel, mais si vous êtes
pleinement conscient que vous êtes en contact avec la nourriture. C'est ça qui est important pour vous. Ça, c'est du sésame. Ça, c'est une carotte. Ça, c'est du brocoli. Ça, c'est du muesli. Pourquoi vous n'êtes pas présent? Pourquoi vous laissez passer une opportunité d'être en contact avec ce qui est devant vous? D'où vient ce muesli? Ce petit déjeuner, qui l'a offert? Qui l'a cuisiné? Chaque semaine, chaque 10 jours ou chaque 6 jours, nous avons une opportunité de cuisiner pour la Sangha. Et ce matin, nous n'avons pas cuisiné le petit déjeuner. Mais nous savons qu'il y a d'autres qui l'ont fait pour nous. Ils ont dit de travailler tôt dans la cuisine afin que je puisse manger ce petit déjeuner. Donc, si vous êtes aussi en contact avec ça, alors soudainement, vous voyez que la Sangha est une réalité qui vous embrasse tout le temps. Et vous pouvez être content, heureux, lorsque vous servez cette nourriture. Lorsque vous servez cette nourriture dans votre bol, vous savez que c'est la pratique. Si nous servons en pleine conscience et que nous travaillons en pleine conscience, ça peut prendre un petit peu plus de temps parce que nous ne dépêchons pas. Mais c'est tellement nécessaire. Parce que ce qui est plus important, parce que la personne plus jeune à côté de moi, qui s'il me voit me servir doucement avec modération et en pleine conscience, si elle me voit me servir de ma nourriture, alors il peut apprendre de ça, il peut bénéficier de ça. Et lorsque vous marchez vers la salle de méditation et vous marchez doucement, parce que vous savez que votre enseignant originel comme le Bouddha ou le Shariputra, il marchait ainsi, même si vos pas, vous voyez que je veux marcher avec solidité et liberté. Et lorsque vous vous asseyez, vous vous inclinez et vous vous asseyez, vous dites, oh, c'est quand je m'assois ici, c'est ainsi comme si je m'asseyais sous l'arbre de la Bodhi, mon corps et mon esprit sont réunis et mon esprit n'est pas emporté. Et vous asseyez, et c'est un des gathas. Et lorsque vous récitez le gatha, vous pouvez que l'assise incite une opportunité. Nous n'avons pas besoin de réciter le gatha parfaitement, mais nous pouvons dire quelque chose pour nous aider à nous rappeler. Si vous vous asseyez, que vous vous en fichez, vous perdez une opportunité de vous asseoir avec la pratique. Il y a certains d'entre nous qui s'assivent et s'en fichent, ou d'autres qui se lèvent et qui s'en fichent. Être capable de s'asseoir et de pratiquer la respiration consciente. Et on sait que les autres membres, si on voit que ceux qui sont devant et qu'ils se servent si lentement, et on ne se pose pas la question pourquoi ils se servent si lentement, mais on sait qu'on peut pratiquer de cette énergie. Lorsque je tiens le bol, je peux me dire je suis si chanceux de tenir un bol de nourriture. Ça, c'était la pratique de la pleine conscience. Ça, c'est ce qu'ils attendent d'un pratiquant. On se rend plus beau par ces moments de pleine conscience, sachant que j'ai
de la nourriture à manger aujourd'hui. Cette contemplation en elle-même n'est pas formelle parce que vous regardez de ce bol vide. Et vous savez qu'il y a des centaines d'enfants qui tiennent un morceau d'argile cassé ou de verre cassé et qui attendent pour jour à manger. Si on écoute l'UNESCO, ils ont calculé que chaque jour, il y a 40 000 d'enfants qui souffrent à cause de la faim. Pas 40 000. Et si vous savez que votre bol vide que vous tenez, vous savez juste que dans quelques minutes, il sera rempli de nourriture. Il sera rempli de riz, de salade, de brocoli, de sésame. Donc ce bonheur est aussi né parce qu'avec un petit peu de souffrance, parce que vous savez qu'il y a d'autres qui n'ont pas de nourriture à manger. Et votre compassion peut devenir très profonde. Votre compassion devient plus profonde avec en vous rendant compte de la souffrance des autres. Cette compassion est bien plus profonde et vous vous rendez compte que votre nourriture a plus de goût. C'est pourquoi Vì vậy cho nên khi mà quý vị nhớ cái cuốn nghi thức tụng niệm thì quý vị thấy có những bài kể để thực tập trong khi ăn cơm, từ cái việc đứng chờ cho đến cái việc mở bình bát. Et on récite les gathas avant, recevoir la nourriture. Vous savez que se servir de ce bol, si je peux voir tout le cosmos, et je peux sentir la gratitude. Les frères, les sœurs ont à pratiquer et à mémoriser ce gatha, et aussi tous les amis laïcs doivent apprendre ce gatha pour se souvenir et pour pratiquer et pour nourrir notre gratitude. Et plus on va pratiquer ces gathas, et plus on va pouvoir en mémoriser d'autres, et pour nous aider à pratiquer dans la vie quotidienne, dans la marche en pleine conscience. Et utiliser les gathas peut nous aider à nous souvenir. Et ça peut nous aider à toucher l'essence de la pleine conscience. Nous savons que la pleine conscience est aussi reconnaître. Cela veut dire s'appeler son nom, savoir ce que c'est. On n'a pas besoin de critiquer ou courir après. C'est la pratique de reconnaître. C'est juste savoir que c'est présent ici et maintenant. Il y a deux choses. Dans l'objet de notre conscience et l'objet de la pleine conscience, cela pourrait être nos formations mentales, cela pourrait être nos perceptions.
Par exemple, quand on regarde les étoiles, on peut voir les étoiles dans le ciel. Ces étoiles sont une formation que l'on contemple. Nous sommes conscients quand l'on contemple notre tristesse, c'est aussi notre formation mentale. Et notre formation mentale peut contempler une formation extérieure comme une cloche ou une étoile. Quand on est conscient de notre respiration, la respiration est aussi une partie de notre formation mentale, puisque c'est une partie de notre corps. Nos poumons, la respiration est vraiment une manifestation spéciale. La respiration est reliée à l'établissement de notre corps, et c'est vraiment comme un pont qui relie l'esprit et le corps. Quand on est en contact avec notre respiration, avec la pleine conscience, on peut réunir le corps et l'esprit. C'est la pratique basique, être présent, réunir le corps et l'esprit. Parfois, le corps et l'esprit peuvent être séparés. Le corps peut être là, mais l'esprit peut être dans le passé ou le futur. Et entre le corps et l'esprit, il y a la respiration. C'est le pont qui connecte les deux. Et quand on établit la pleine conscience de la respiration, en quelques secondes, l'esprit et le corps se réunissent. Inspire, je sais que c'est mon inspire. Expire, je sais que c'est mon expire. Et quelques respirations comme cela, notre corps et notre esprit sont unifiés. Il n'y a plus de passé ni de futur, et nous sommes dans le moment présent. Et on appelle cela le corps et l'esprit unifiés. L'unité du corps et de l'esprit. Et c'est un des fruits de la pratique. Pendant seulement 10 minutes, si on a le corps et l'esprit pleinement présents, si ce n'est pas le cas, on continue d'être dans le flot de l'oubli. On marche vers le passé ou vers le futur. Mais c'est pour cela que revenir au corps, revenir à l'esprit, revenir au souffle, c'est la première étape du pratiquant. Nous savons que ce chemin, les gens peuvent venir par avion, mais nous, on peut arriver juste par la respiration. Nous sommes pleinement ici, pleinement présents pour nos 5 skandhas. C'est notre premier objet de notre pleine conscience, la respiration. La respiration, inspire et expire. Ça peut être court, ça peut être long. Ça peut être doux ou ça peut être hésitant. Ça peut être bruyant ou très subtil.
Ce qui est important, c'est que l'on peut reconnaître la respiration. Parce que notre respiration a la capacité, parfois c'est superficiel, parfois c'est profond. La respiration n'est pas très stable, mais notre respiration peut être très longue, très profonde, très subtile. Quand c'est le cas, la qualité est très haute. La respiration peut être comme un cheval qui galope. Et la respiration peut être comme un serpent qui doucement se déplace. Dans un sutra, il est dit que la respiration est flexible et souple comme le serpent. C'est mieux qu'avoir la respiration comme le cheval. C'est une métaphore qui est offerte aux frères et sœurs pour reconnaître leur respiration. Si. Lorsque l'on respire, ceci est mon inspire. On reconnaît que c'est la respiration, que c'est l'inspire, l'expire. Et si nous sommes de meilleurs pratiquants, on peut reconnaître si c'est court, si c'est long. Pourquoi est-ce que la respiration est courte? Pourquoi est-ce qu'elle est longue? Quel est le sens? Cela veut dire seulement qu'elle est courte comme cela, elle est longue comme cela. Quand j'inspire, je n'ai pas besoin de me dire cette respiration est trop courte. J'ai juste besoin de reconnaître cette respiration est courte. On n'a pas besoin de se juger, on n'a pas besoin de se critiquer et on n'a pas besoin de se punir, de s'attacher, de courir après. C'est juste reconnaître. C'est simplement l'inspire, courte ou longue. Quelle est la qualité, profonde ou superficielle, bruyante ou silencieuse? On a besoin juste de reconnaître. Quand on reconnaît l'expiration, courte, longue, profonde, superficielle, et on a juste besoin de l'appeler par son nom. Et plus on pratique de cette façon, 4 ou 5 respirations, et soudainement la respiration devient profonde sans qu'on ait besoin de la forcer. C'est très important, on n'a pas besoin de pousser, de forcer. On n'interfère pas avec la respiration. La respiration, on a simplement besoin d'être avec. Par exemple, c'est la pleine conscience de la respiration. C'est une formation mentale vivante. On est conscient de notre respiration et on appelle cela la pleine conscience de la respiration. Nous savons que la pleine conscience est toujours la pleine conscience de quelque chose. Toujours être conscient de quelque chose. Donc, voici l'objet et voici le sujet.
Et ce que l'on est conscient, c'est de la respiration. On appelle cela la terminologie bouddhiste, Nang. C'est la personne qui est consciente. Et l'autre, c'est le sujet de la pleine conscience. Le sujet, c'est la respiration. Et d'où la pleine conscience vient, d'où elle provient, d'où elle naît. Nous savons que notre esprit, notre conscience, il y a deux parties, la conscience du tréfonds et l'esprit. Et on dit que dans la conscience du tréfonds, il y a les 51 formations mentales, et dans celle-ci, il y a également les graines de pleine conscience. C'est présent ici. Parce que c'est présent ici, ça a la possibilité de remonter à la conscience de l'esprit, l'esprit conscient. La pleine conscience remonte à la conscience et devient ne pensez pas que soudainement vous avez un enregistreur que vous mettez dans votre poche et vous le prenez et enregistrez une chanson. Ça ne marche pas comme cela. La pleine conscience, ne pensez pas que c'est un ruban pour mesurer. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre pour mesurer. Ce n'est pas encore... C'est un peu comme notre tristesse. On a déjà la tristesse qui est présente et quand on mange une banane, un pain, le fait de manger est déjà présent, puisque s'il y a quelque chose à manger, il y a celui qui mange. Manger, c'est également deux parties, la nourriture et celui qui mange. S'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de celui qui mange. Et si c'est pareil pour, par exemple, la colère. S'il n'y a pas d'objet de colère, il n'y a pas de colère. Donc, voilà, c'est parce que l'on projette cette colère sur une situation ou sur quelqu'un. Donc on doit comprendre aussi que les graines de pleine conscience, c'est une énergie d'habitude, une capacité, un potentiel. Et les autres objets sont
est également présent ici. Et quand les graines remontent, elles se relient également et forment un tout avec le sujet et l'objet. Nous avons plusieurs conditions pour que les choses se manifestent. Par exemple, on a une caméra. Il y a une lentille. Il y a le trépied. Et il y a l'image, une bougie. Ici, ça c'est l'image qui vient jusque la lentille. Et on voit l'image sur l'écran. On sait que la bougie n'est pas la même que l'image de la bougie. C'est quelque chose de différent. Mais s'il n'y a pas de bougie, il ne peut pas y avoir d'image. Est-ce vrai? Donc, la caméra, c'est la même chose. S'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'image. Ce sont nos yeux et c'est notre caméra. La bougie représente les formes. Nos yeux, c'est un organe. Et la forme l'image de la bougie la bougie, grâce à la structure de nos yeux, on peut percevoir cet objet et en former une image. Mais ne pensez pas que l'image et la bougie soient la même chose. La bougie dans le film n'est pas la véritable réalité de la bougie. C'est par la bougie que cette image s'est manifestée. En quelques secondes, lorsque l'on pratique et que l'on devient conscient de la respiration, lorsqu'il y a la pleine conscience de la respiration, on observe l'inspiration, on observe l'expiration et l'énergie de la pleine conscience est née lorsqu'il y a la manifestation de la
conscience de la respiration, la pleine conscience de la respiration. Et s'il n'y a pas d'objet, alors nous ne pouvons pas être le sujet. Donc les deux ont besoin de se reposer l'un sur l'autre. C'est comme un triangle que l'on coupe en deux et que chaque partie appuie l'une sur l'autre. C'est comme un stylo, il y a la droite et la gauche. S'il n'y a pas la gauche, il n'y a pas la droite. C'est cette image-là. La réunion de... reconnaître la pleine conscience a besoin seulement de quelques secondes pour se manifester. Sagna est un nom bouddhiste qui signifie le temps limité. Si les deux sujets et objets continuent d'être présents, alors nous continuons de voir le changement, la transformation de cela. Le Bouddha disait, si vous brûlez un encens et que vous dessinez un cercle, vous pouvez voir quelqu'un un peu plus loin peut voir, il peut croire qu'il y ait un cercle de feu. Mais c'est juste le mouvement de l'encens qui crée une illusion. Et nos formations mentales sont comme cela. Il y en a beaucoup qui sont très courtes, mais vu qu'elles continuent de se relier les unes aux autres, et elles forment une forme comme la caméra qui capte l'image. Oui. Quand on regarde le film, on voit une action qui est continue, mais en réalité, c'est une multitude d'images qui, bout à bout, forment une action. Et voilà. Quand on est conscient de notre respiration, lorsque l'on contemple la respiration, il y a une formation qui se met en place. Et si la pleine conscience est présente pendant longtemps, elle forme ce mouvement. Et si on n'est pas un bon pratiquant, le film va se terminer trop tôt et on n'aura même pas pu capter cet instant de pleine conscience. Cette formation peut être présente seulement dans une seconde, mais avec la pratique constante, on peut être pleinement conscient pendant 5 minutes, 10 minutes, voire même 1 heure. Un peu comme la caméra, Tai continue de parler, la caméra continue de filmer, il y a 2 objets. Donc la formation qui est créée par la reconnaissance de la pleine conscience, Nyang est la graine de pleine conscience. Cette
respiration et la condition. L'inspire est la deuxième condition. Pourquoi est-ce qu'il y a deux conditions? La première condition, c'est la graine. Le mot nyang, c'est la graine. C'est une graine qui peut être très petite, mais qui peut donner naissance à quelque chose de très gros. Par exemple, si on va à la ferme, on peut voir des choux énormes. Ils peuvent être très gros, peser presque 1 kilo ou plus d'1 kilo. Mais en fait, ils étaient contenus avant cela dans une toute petite graine. Donc cette petite graine porte en elle quelque chose de très gros. Et elle a besoin de toutes les conditions pour qu'elle se manifeste en quelque chose de plus grand. Et la pleine conscience est comme cela. La graine de pleine conscience n'est pas encore la pleine conscience. On a besoin de réunir les conditions d'abord pour que cette énergie se manifeste et nous aide à... Une petite graine peut donner un magnifique plante. Et notre pratique, c'est de créer de plus en plus de conditions pour manifester ces graines. Et naturellement, dans notre vie quotidienne, elles se manifesteront. Et l'objet est également une condition. On a besoin de contempler quelque chose, on a besoin d'un objet. Taï, c'est parle à propos de la terminologie qui est utilisée dans la psychologie bouddhiste. Objet, sujet. Et entre ces deux conditions, on a besoin d'une autre condition pour que la pleine conscience puisse continuer, puisse perdurer. Une condition qui supporte. Conditions qui supportent, qui permettent la manifestation. Par exemple, j'ai la caméra, mais je n'ai pas de lumière, donc je ne peux rien faire. Donc il faut mettre de la lumière, il faut allumer la lumière. Ça, c'est la condition positive. Pour que, par exemple, j'ai la graine, j'ai le sol, mais il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pluie. Donc, la graine ne poussera pas. Le soleil et la pluie sont les conditions positives. La pleine conscience est la même chose. Il
votre professeur et votre condition positive, vos frères, le son de la cloche, les chants du matin. Tout cela sont les conditions positives. Au village des pruniers, on crée beaucoup de conditions positives. On a besoin de créer beaucoup de conditions positives. Comme ça, les graines de pleine conscience peuvent se former. Donc on a besoin de plus de conditions positives pour que ces graines deviennent de belles plantes. Et chacun de nous peuvent créer des conditions positives. D'abord, regardez-vous pendant que vous marchez, pendant que vous mangez. Nous sommes également des conditions positives pour les autres autour de nous. Today, ça veut dire la continuité. La continuité, la condition de continuité. C'est quelque chose qui est constant, qui n'est pas interrompu. Cela veut dire qu'on a réuni suffisamment de conditions pour que ça ne s'arrête plus. Parfois, il y a un enfer qu'on appelle la souffrance qui ne s'arrête pas. Certaines personnes vivent là-dedans. Donc ça, c'est une des conditions. Il n'y a plus d'arrêt, marche, arrêt, mais c'est quelque chose de continu. Quand on mange la nourriture, si on a la continuité, du moment où l'on s'assoit au moment où l'on termine. Si on n'a pas cette continuité, on a juste la pleine conscience intermittente. On continue de penser au passé, continue de passer au futur. Et la pratique de la respiration consciente peut être vue comme cela. On a besoin de toucher cette graine. Est-ce qu'on peut maintenir la pleine conscience ? Il y a plusieurs conditions pour manifester cette continuité. Au début, on a juste besoin de pratiquer la reconnaissance de la respiration. Ceci il inspire, ceci il expire. Et puis, on reconnaît, est-ce que c'est court, est-ce que c'est long ? Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est subtil? Est-ce que l'inspire est lourde ou est légère? On la reconnaît. On reconnaît sa qualité. Et on ne juge pas, on ne punit pas. Et on ne transforme pas. Enfin, on ne change pas la respiration. Et plus on pratique la reconnaissance, après 2 ou 3 minutes, alors la qualité de la respiration va s'améliorer. On est des pratiquants
On a besoin de s'ancrer dans la pratique, de revenir à la respiration. Au Vietnam, il y a ce sutra, il y a un commentaire sur l'enseignement. La respiration consciente nous aide à être régulièrement présents et de pouvoir prendre soin de notre corps, prendre soin du corps de la Sangha, créer la stabilité et être un refuge pour nous et pour les autres.